Bon, tu vois, il est pas si fada que ça, le cons. J'avais annoncé une victoire de Yannick Sinner en 3-7 contre Carlos Alcaraz et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'Italien ne m'a pas déçu. Il va disputer sa deuxième finale en Masters 1000 après Miami en 2021. De l'autre côté du filet, on retrouvera Daniil Medvedev et le pauvre pépère, ça va lui faire tout drôle parce que Medvedev, pour le moment, il a joué que des joueurs du dimanche. Eubanks, Carbales Baena, Alice. Bon, certes, il y a eu Karen Khachanov en demi-finale, mais là, je pense que le curseur va monter d'un cran. Et certes, le Russe mène 5-0 dans les confrontations contre Yannick Sinner, mais je vois une victoire de l'Italien et je t'explique pourquoi dans cette vidéo. Jingle. Avant de passer à cette affiche, un mot sur notre sponsor Oli. C'est vraiment mon secret pour tenir dans ces longues nuits floridiennes. Après tout, le Alcaraz Sinner a duré plus de 3 heures, donc il fallait tenir. Et Oli, qu'est-ce que ça fait ? Ça fait des boissons énergisantes ainsi que du thé glacé avec des goûts exotiques qui sont super bons. Et franchement, ça permet d'avoir des pics de forme sur la longueur et ça, c'est ultra agréable. Et regarde-moi ce packaging, ça attire l'œil, c'est beau. Et en plus, il y a plein de bienfaits à travers cette marque. Parce que oui, il y a beaucoup moins d'emballage que les canettes. Un pot évite de jeter 50 canettes, c'est beaucoup plus écologique. Il n'y a pas de sucre, pas de taurine, c'est des arômes et colorants naturels, donc c'est plus sain. Ils utilisent la New Caf, ce qui permet, comme je te le disais, d'avoir ce pic de forme de façon continue et pas comme la caféine, un pic de forme et derrière avoir un petit coup de barre. Et un pot de 50 portions coûte 39,99€, ce qui revient à 80 centimes la boisson de 500 ml. C'est beaucoup plus économique. En plus, tu peux le voir, les calories, c'est bon pour la santé. Je t'invite à tester un pack découverte avec nos codes promo. Tout est dans la description et un grand merci à Oli. Revenons à cette affiche de la finale de Miami qui opposera Yannick Sinner à Daniil Medvedev. On commence tout de suite par l'Italien. En 2023, c'est 23 victoires pour 4 défaites. Des défaites contre Korda, Adelaide, Stefanos Tsitsipas à l'Open d'Australie, Medvedev à Rotterdam ainsi que Carlos Alcaraz à Indian Wells. Ce qui fait que c'est un vrai baromètre cette saison et je pense que Darren Cahill peut être content de son apport, sachant que les deux collaborent depuis l'été 2022. Son objectif principal, c'était de le voir performer tout au long de l'année et pas que sur les grands chelems. Là, il a trouvé vraiment beaucoup plus de constance parce que derrière ça, il n'y a aucune contre-performance. Pour celui-ci en finale, il est venu à bout de Djere Dimitrov, Roublev, Roussoufouri et surtout Carlos Alcaraz en demi-finale. Il a passé 8h23 sur les cours et a concédé un seul set, c'était contre l'Espagnol. Et je te le rappelais dans la précédente preview, mais Yannick Sinner, il adore les conditions à Miami, sachant qu'il n'a connu qu'une seule vraie défaite. C'est en finale en 2021 contre Hubert Hurkacz, étant donné qu'en 2022, il avait dû abandonner contre Cerundolo. Mamma mia, quelle dinguerie! Cette rivalité entre Yannick Sinner et Carlos Alcaraz, le futur du tennis, se porte très bien. L'Italien a pris le dessus sur l'Espagnol en s'imposant 6-7, 6-4, 6-2. Brillant, c'est ainsi qu'on pourrait qualifier ce match et c'est sans aucun doute le meilleur match de la semaine floridienne avec peut-être le point de l'année dans le premier set remporté par Yannick Sinner où d'ailleurs il a très bien géré l'amorti dans cet échange. Et ainsi l'Italien revient à 3 partout contre l'Espagnol et c'est vrai que quand on regarde leur match, finalement leurs confrontations sont toujours très serrées. Par contre, là où Alcaraz se détache, c'est au niveau de son palmarès. Je rappelle quand même qu'il a 2 ans de moins que Yannick Sinner et pourtant il a déjà glané 4 grands titres, un grand chelem et 3 Masters 1000 à Miami, Indian Wells et Madrid et surtout il a un meilleur bilan contre les membres du top 10, sachant que Carlos Alcaraz c'est 14 victoires pour 9 défaites et Yannick Sinner c'est 13 victoires pour 23 défaites. Donc l'écart entre ces deux joueurs, il se fait là par rapport à la précocité de Carlitos, mais pas sur les face-à-face, sachant qu'à chaque fois il y a toujours match et c'est vraiment une rivalité qu'on adore et qu'on va adorer dans les années futures. Je l'avais mentionné hier et ça a vraiment été la clé de cette rencontre, le service, avec notamment le service de Yannick Sinner qui est plus grand que son adversaire, qui doit donc forcément mieux servir que Alcaraz, et ça s'est avéré à Miami, et ça a été la principale différence entre le affrontement d'Indian Wells et Miami, étant donné que si on s'intéresse aux premières non retournées, pour Alcaraz c'était 41% à Indian Wells et à Miami ça a été seulement 24%, tout l'inverse de Yannick Sinner, où au niveau de ses premières non retournées à Indian Wells il était à 33% pour 43% en Floride. On peut également comparer le pourcentage de première balle, Alcaraz à Indian Wells c'était 72% et à Miami c'était seulement 55%, et Yannick Sinner, encore une fois c'est l'inverse, il a su augmenter ce pourcentage de première balle en passant de 51% en Californie à 63% à Miami. Toujours sur le service, une autre différence notable, c'est la qualité de la seconde de Yannick Sinner où il a changé ses zones. Où l'Italien, il a tendance à jouer la sécurité côté avantage en visant le revers de son adversaire. Là, ça n'a pas été le cas. Il a beaucoup plus varié ses zones et notamment côté égalité où il est plutôt allé sur le coup droit de Carlos Alcaraz. Pourquoi ? C'est compliqué à la relance d'attaquer longue ligne sur le côté égalité, ce qui fait que Alcaraz allait forcément rejouer sur le coup droit d'Yannick Sinner, ce qui lui permet de déployer son service plus sain
et de dicter l'échange avec son coup droit derrière son service. Et enfin, dernier point sur la qualité de service de Yannick Sinner, il a augmenté en moyenne de 12 km/h sur sa seconde balle. On peut également noter que Carlos Alcaraz a souffert physiquement dans cette rencontre. On ne sait pas exactement quelle est la zone touchée, mais on l'a senti sur le bas du corps. C'était beaucoup moins dynamique dans la deuxième partie du match, et notamment dans le troisième set. Et comme on le rappelle à chaque vidéo, c'est une épée de Damoclès au-dessus de sa tête, ce physique. Il a un jeu très contraignant, sachant qu'il est très offensif, très agressif des deux côtés. Mais derrière, c'est compliqué de pouvoir assumer ça sur plusieurs semaines. Et quand on voit quelqu'un comme Rafael Nadal, qui a été très haut, 22 titres en Grand Chelem, mais qui a quasiment été blessé chaque saison, c'est compliqué de voir Carlos Alcaraz emprunter un autre chemin. Ce qui est très intéressant dans cette rivalité, c'est qu'on a deux joueurs puissants, mais qui ont plus ou moins besoin de temps. Je t'explique. Yannick Sinner, c'est quelqu'un qui arrive à tenir sa ligne, et même si ses adversaires jouent long, jouent profond, il n'a pas forcément besoin d'énormément de temps au niveau de l'impact de son point de contact, côté coup droit, côté revers, pour derrière prendre la balle tôt et retrouver de la profondeur, de la longueur. Ce qui est tout l'inverse de Carlos Alcaraz, notamment avec sa préparation côté coup droit, où il a besoin un peu plus de temps que l'italien, et on voit que ça fait la différence parce que Yannick Sinner il met cette pression avec ses balles très longues, très profondes, et forcément Alcaraz il ne peut pas tenir sa ligne, et côté coup droit il doit soit raccourcir un peu sa préparation, soit il va à la faute, et forcément en lui privant de temps, Alcaraz peut moins s'organiser, derrière il ne peut pas se positionner comme il le souhaite, il va aller à la faute et son adversaire va grignoter petit à petit un bout de terrain. Et ça c'est vraiment criant sur des surfaces qui sont un petit peu plus rapides dans leur rivalité. Si on se refait rapidement le match, le premier set, Sinner va mener 4-1, il va se faire débreaker, ensuite il va être mené 6-5 avant de revenir à 6 partout, il va mener 4-2 au tie-break, et là encore il va perdre le tie-break 7 points à 4. Pour moi il aurait clairement pu gagner ce premier set, l'Italien, mais dans ses phases offensives, j'ai eu l'impression que là où il pouvait faire mal à son adversaire, il a raté un petit peu trop de coups, ce qu'il a su régler par la suite. Dans le second set, ça commence par un échange de break, 2-0 Sinner, puis 2 partout, le jeu capital à 4-3 où Alcaraz va se procurer 2 balles de break, où là ça aurait pu faire la différence et l'Espagnol aurait pu s'imposer en 2-7. Il ne va pas les faire, vraiment toujours avec cette qualité, cette variation au service qui a été le maître mot dans cette rencontre. Et derrière, on va avoir l'Espagnol qui va flancher physiquement et il se prend 6-2 dans le troisième set. Yannick Sinner sera au pire 9ème lundi, et s'il venait à s'imposer, il passerait 6ème, et pour le moment il est 4ème à la race. De l'autre côté du filet, on retrouve Daniil Medvedev, et ce qu'on peut constater, c'est que son année 2022 est très loin. Même son accro à Melbourne, finalement, est oublié, parce que c'est vraiment l'homme en forme du moment. En 2023, le Russe, c'est 29 victoires, 3 défaites, des défaites contre Djokovic à Adelaide, Corda à l'Open d'Australie et Alcaraz à Indian Wells, et surtout il a remporté 3 titres à Rotterdam, Doha et Dubaï. Il est sur une série de 5 finales consécutives, donc franchement c'est monstrueux ce qu'il est en train de faire. C'est le premier joueur à faire 5 finales de suite sur le circuit ATP depuis Ivan Lendl en 1981, et le Russe a fait au moins finale dans chaque grand événement sur dur. Pour celui-ci en finale, il est venu à bout de Carbales Baena, il a profité du forfait de Molcan, ensuite il s'est imposé contre Alice, Eubanks et Kachanov, il a passé en tout 6 heures et 2 minutes sur les cours et il a concédé 0-7. Ce qui est fou dans l'histoire de Medvedev, c'est que la confiance est vraiment la clé au tennis, parce que si on regarde au niveau de son style de jeu, il a toujours des lacunes criantes quand ses adversaires arrivent à varier, arrivent à servir extérieur, à déposer des petites volées courtes, forcément ça le perturbe. Mais faut-il encore que ses adversaires soient suffisamment créatifs pour tenir ce plan de jeu et le fassent sur plusieurs heures? Là on a un Daniil Medvedev retrouvé, c'est un véritable mur du fond de cours, il ne va pas à la faute, il a retrouvé une bonne qualité de première, son service qui faisait mal, il l'avait perdu en 2022, et côté coup droit, c'est un peu plus stable que par le passé. Et honnêtement, lui qui n'avait jamais dépassé les 8e à Indian Wells et les quarts à Miami, faire finale coup sur coup, c'est très très propre de sa part. Après, il faut quand même reconnaître qu'il a su profiter de tableaux dégagés. Hormis Alcaraz, le meilleur joueur qu'il ait affronté en Californie et en Floride, c'est Alexander Zverev qui à l'époque était 14e. Et à Miami, comme je te l'ai dit, son parcours, c'est vraiment des joueurs du dimanche qu'il a affronté. Et pourtant, j'ai pas trouvé le Russe ultra impressionnant en Floride. On a vu contre Banks que l'Américain en quart de finale était venu avec la bonne stratégie. Il s'était inspiré de ce qu'avait pu faire Van Richthofen ou encore O'Connell, avec beaucoup de variations côté revers, du slice, des services extérieurs, montés au filet. Ce qui fait qu'il fait un très bon début de match. Derrière, il y a la coupure et ensuite, ça va être compliqué de s'y remettre. Pour Kachanov, Daniil Medvedev s'impose 7-6, 3-6, 6-3. On n'a pas eu un très grand match avec beaucoup de créativité, de montée au filet, mais à ce petit jeu, c'est quand même Medvedev qui prend le meilleur
sur son adversaire parce qu'il est beaucoup plus solide du fond du court, il va te pousser à la faute, il va bien servir, même s'il a quand même fait du déchet dans le premier et deuxième set, il va régler la mire dans le troisième set, notamment au service où il va s'améliorer, mais c'est vrai que Khachanov n'arrivait pas forcément à trouver la clé, il était obligé de jouer son adversaire du fond du court, et on sait que Medvedev, il arrive forcément à prendre les devants dans cette configuration-là, et il aurait dû peut-être un petit peu plus varier, mais encore une fois, il faut savoir le faire, être créatif, monter au filet, le slice, et c'est pas donné à tout le monde. Cette semaine, Daniil s'est fait breaker seulement 3 fois, 72% de break convertis, il passe premier à la race, au pire, ce lundi, il sera 5e, et s'il venait à gagner, il passerait 4e. Au niveau des confrontations, Jannik Sinner ne s'est jamais imposé contre Daniil Medvedev, il y a 5-0 pour le Russe. Par contre, tous leurs matchs se sont joués en indoor, avec, on se rappelle déjà cette première rencontre à Rotterdam cette année, et surtout les ATP Finals en 2021 où ça avait été un excellent match, même si ça fait 6-0 dans le premier set pour Daniil Medvedev. Attends, t'es en train de regarder cette vidéo et t'es pas encore abonné? On t'a quand même donné un super prono là dans la demi-finale entre Alcaraz et Sinner. Rien que pour ça, je t'invite à cliquer sur le bouton pour t'abonner et surtout activer la petite cloche pour ne rater aucun contenu de Games 10 Talk, sachant qu'on a une couverture complète tout au long de l'année du circuit ATP et WTA. On arrive à la partie ultra intéressante, l'aspect tactique entre ces deux joueurs. Pourquoi le Russe est un mauvais match-up pour Jannik Sinner? C'est assez simple, parce que contre 95% du circuit, l'Italien tire profit de ses qualités côté revers, mais face à un adversaire qui a un excellent revers comme Daniil Medvedev, c'est compliqué pour l'Italien de faire la différence dans la diagonale. Après, même s'il progresse petit à petit, Jannik Sinner c'est pas le joueur le plus créatif qui va maîtriser le slice, qui va aller au filet, et ça perturbe pas forcément son adversaire de le prendre en cadence du fond du court. Daniil Medvedev, il adore contrer ses frappes puissantes, encore plus sachant qu'il se met loin de sa ligne, donc les coups profonds et longs de Jannik Sinner ne lui font pas forcément mal, il a ce temps nécessaire pour développer son jeu et surtout faire craquer son adversaire en remettant une balle supplémentaire. Alors quelles sont les clés de cette rencontre? On notera d'abord le physique, parce qu'il y a eu quand même un gros match entre Carlos Alcaraz et Jannik Sinner. Certes, il y a un jour de récupération entre les demi-finales et la finale, mais il faudra voir comment il aura récupéré de cet énorme combat, sachant que Medvedev va vraiment le faire travailler du fond du court. Le deuxième point, c'est la créativité. On sait que c'est pas le fond de commerce de l'Italien, et encore, je trouve qu'il progresse doucement, mais sûrement, dans ce plan de jeu-là, sachant que des fois, il va venir déposer la petite volée, l'amorti, le petit slice. C'est pas encore des automatismes chez lui, mais il en aura impérativement besoin pour exploiter la position lointaine sur le court de Daniil Medvedev. Encore une fois, le Russe, on ne le bat pas sur la latéralité du court, mais bien en le faisant avancer. Pour le faire avancer, servir extérieur sur son revers, derrière, déposer la volée courte, l'amorti, le slice également, pour briser un petit peu cet échange dans la diagonale revers. C'est des points que Jannik Sinner va devoir développer s'il veut enfin s'imposer contre le Russe. Ensuite, t'as la patience. Daniil Medvedev, c'est un véritable mur, même si j'ai trouvé qu'il s'était frustré assez rapidement en finale à Indian Wells, mais il va remettre et attendre la faute de son adversaire. Là où Jannik Sinner va lui être très agressif du fond du court, mais il devra ne pas en faire des caisses, sinon il va faire des fautes, et le Russe va forcément en profiter. Je trouve qu'il a trouvé le bon équilibre dans cette demi-finale contre Carlos Alcaraz par rapport à ce qu'il avait montré à Indian Wells. Et enfin, la dynamique du service et du retour. Jannik Sinner a bien mieux servi contre Alcaraz à Miami qu'à Indian Wells. Il devra continuer sur cette tendance, varier ses zones, parce que Medvedev est un excellent relanceur. Peut-être, comme il l'a fait, jouer sur le revers pour derrière avoir un service plus sain avec son coup droit agressif. Ne pas hésiter, comme je te l'ai dit, à monter au filet, faire du service volé. Vraiment, Jannik Sinner, il va devoir un petit peu sortir de sa zone de confort dans ce match. Après, il va falloir voir également comment sert Daniil Medvedev. Est-ce que c'est comme contre Karen Khachanov où il a fait beaucoup de fautes de pied, donc de double faute derrière, où ça l'a pénalisé, et surtout du fond du court, s'il arrive à être aussi patient et pas aller trop rapidement la faute comme c'était le cas dans le deuxième set contre son compatriote russe. Au niveau du pronostic, comme je te l'ai dit en introduction, je vois là encore une victoire de Jannik Sinner qui va décrocher son premier titre en Masters 1000 en 3-7. C'est toujours intéressant en fin de tournoi d'aller voir les pronostics de début de tournoi. J'ai pas eu juste sur toute la ligne, mais au moins j'ai un bon finaliste. Je t'invite à aller voir cette vidéo, on se retrouve de l'autre côté de l'écran.